Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour notre émission mensuelle Dialogue au présent entre juifs et chrétiens, animée par le père Alexandre Comte, délégué national pour les relations avec le judaïsme. Je rappelle l'objet de cette émission, c'est un dialogue fraternel entre juifs et chrétiens pour mieux nous connaître, mieux nous estimer, une manière de mettre en œuvre la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II, c'était en 1965, il y a 60 ans maintenant. Donc chaque mois, père, vous recevez un représentant de la communauté juive et aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir dans ce studio de KTO le grand rabbin Olivier Kaufmann, directeur du séminaire israélite de France à Paris. Bonjour monsieur le grand rabbin. Bonjour. Alors, je vais vous présenter rapidement à nos auditeurs. Vous avez 58 ans, vous êtes juriste de formation et vous avez suivi vos études rabbiniques au séminaire israélite de France que vous dirigez depuis 2013. Vous êtes également rabbin de la synagogue de la Place des Vosges à Paris, c'est la synagogue Charles Lichet. Et je précise que vous avez été très actif dans vos jeunes années au sein de mouvements de jeunesse, notamment les éclaireurs israélites de France. Alors, père Alexandre Comte, je me tourne vers vous. Pourquoi avez-vous invité le grand rabbin Olivier Kaufmann et de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Et comme vous l'avez dit, le grand rabbin Kaufmann est le directeur de la formation des futurs rabbins du consistoire en France. Et donc, il est le mieux placé pour nous faire découvrir comment se déroule la formation des rabbins en France. Cher Olivier, merci d'être venu, de faire découvrir aux auditeurs une partie de la vie religieuse juive qui est sans doute ignorée de beaucoup de nos auditeurs chrétiens, mais qui doit aussi être quelque chose d'assez méconnu, même pour les membres de la communauté juive. Tout ce qui se passe dans la formation. Avant de vous entendre nous présenter la formation des futurs rabbins, est-ce que je peux vous demander comment l'idée de devenir vous-même rabbin est venue, comment vous l'avez accueillie, comment s'est déroulé votre parcours vers le rabbinat ? Non, Dieu ne s'est pas révélé à moi dans le buisson ardent et je n'ai pas eu la vocation qui a émergé de manière subite. J'ai vécu dans un environnement rabbinique puisque mon grand-père, le grand rabbin Chili, que j'ai peu connu parce qu'il est décédé lorsque j'étais enfant, mais à travers ma grand-mère, a incarné le judaïsme d'après-guerre, puisque lui-même a été directeur de l'école rabbinique, et puis il a été surtout aumônier général des camps d'internement durant la guerre, puisqu'il a succédé à feu le grand rabbin Hirschler, qui a été arrêté, lui et son épouse, et ils ont été déportés. Donc il a pris un risque énorme, et pour moi c'est vraiment le fondement du sacerdoce, c'est de rester jusqu'au bout pour défendre la vie. Alors, la sacralité de la vie. Alors c'est vrai qu'il a sécurisé sa famille, puisqu'il a placé ma mère, ses frères et sœurs, et donc ma grand-mère près d'Annecy. Et on doit la vie à Dieu, mais aussi à des justes parmi les nations, puisque mon père et ma mère sont nés cachés pendant la guerre. Donc ma mère, elle, était déjà née, donc je rectifie un peu. Et puis c'est une femme incroyable, Jeanne Brousse, qui, je crois, était âgée de 19 ou 20 ans à la préfecture, a pris des tampons pour fabriquer des faux papiers. Et cette femme nous a accompagnés durant tous nos événements festifs. Elle a reçu la médaille des justes par l'État d'Israël avec Yad Vashem. Du côté de mon père, c'était en Dordogne, dans une ferme. On n'a jamais pu retrouver traces de la famille, Le Guet. Donc il n'y a pas eu de remise de médaille. Tout ça, je le dis parce que je pense que toutes ces petites pierres ont façonné ma vocation. Ce qui veut dire que je ne crois pas dans les vocations subites. En tout cas, moi, j'ai toujours fait l'éloge de la lenteur. J'étais lent dans tout, de toute façon. Je me suis mis à parler très tardivement. Je me suis rattrapé entre-temps. Oui, on voit ça, on l'entend. C'est ma thérapie constante. Et puis, surtout... j'ai eu aussi comme oncle le grand rabbin Goldman, qui a été grand rabbin de Paris, qui a été un peu mon tuteur, je dirais, qui m'a accompagné durant mes premiers pas, qui a été soucieux du destin des élèves rabbins, parce qu'il habite juste à côté de l'école rabbinique, jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, il a suivi, il assistait à tous les jurys d'examen, et jusqu'à
la fin, même par Zoom, il a tenu à assister. Donc c'est une personnalité marquante du judaïsme parisien et français, puisqu'il a exercé également à Bordeaux et ailleurs. J'ai un autre oncle qui est décédé prématurément, le rabbin Naouri. C'est le judaïsme bonnois qui, après-guerre, a insufflé une énergie nouvelle à une communauté Ashkenaz décimée. C'est le Beth Din de Paris, le tribunal rabbinique, la cacheroute, les lois alimentaires. Tout cela, c'est grâce au dynamisme de nos frères séfarades et entre autres du rabbin Naouri, du grand rabbin Naouri aussi, Rachim Naouri. Donc j'ai vécu dans un environnement où il y avait un militantisme communautaire. Et puis je dois dire aussi que mon père, qui n'est pas rabbin, a été président des parents d'élèves de l'école Lucien de Hirsch. Donc j'ai vécu dans ce souci de transmission permanent. Et donc ça laisse des traces. Alors c'est vrai qu'après, en est devenant animateur. Alors, en fin de compte, j'ai mis un petit rectificatif parce que les éclaireurs, c'était beaucoup plus tardivement et j'ai fait un passage très furtif. Donc, je ne suis pas très scout, mais je me suis rattrapé maintenant parce qu'on a le plus grand groupe scout à Paris, c'est à la place des Vosges. Donc, du coup, je me suis mis à travailler plus le scoutisme que la citoyenneté et le judaïsme. Donc, j'ai pas encore vécu dans une tente, mais je visite les camps d'été des jeunes. En fait, j'ai fait mes premiers pas dans un mouvement moins connu. Alors, je sais que les mots aujourd'hui font très peur, c'est pas toujours politiquement correct, c'est un mouvement sioniste religieux. C'est-à-dire héritier d'un rabbin moins connu aussi, qui parfois est un peu dévoyé dans certains milieux en Israël, hélas, c'est le Rav Kook, qui a été le premier grand rabbin de la terre d'Israël, avant la création de l'État d'Israël, et qui incarne ce judaïsme attaché à la terre d'Israël et à la centralité de la terre d'Israël. Donc c'est là où je suis devenu moniteur. Et alors, chose incroyable, comme il y avait de ma génération, il n'y avait personne qui était revenu d'Israël, ils étaient tous restés là-bas. Donc ils m'ont pris, mais vraiment par défaut, parce que moi, je n'avais pas fait mon alia, mon intégration en terre d'Israël. Et je suis devenu donc responsable local, parisien. Et après, je suis devenu secrétaire national. Et c'est là où j'ai fait mes premiers pas, je dirais, de militant communautaire. Et à quel âge vous avez pris la décision en conscience de vous tourner vers le rabbinat? Alors, il ne faut pas me demander des chiffres, j'ai un gros problème. Là, tout à l'heure, il m'a rappelé que j'avais 58 ans et j'avais oublié déjà. Alors, je ne saurais pas vous dire l'âge. En tout cas, c'était pendant mes études de droit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'allais... y a eu plusieurs concours de circonstances, en fait. J'allais m'inscrire en DEA de droit. Et puis en parallèle, ma grand-mère croisait à chaque fois mon prédécesseur, le grand rabbin Guggenheim. Et donc à chaque fois, le directeur disait « Mais à quand va-t-il faire franchir le pas ?» Et donc c'est ma grand-mère qui m'a expliqué que je pouvais faire les deux, des études de droit et faire des études rabbiniques. Je dois vous dire, pour être franc, qu'en fait, j'aurais dû aller même en yeshiva, mais j'avais fait ma scolarité depuis enfant dans une école juive. Je ne savais pas ce que c'était un non-juif et j'avais besoin de respirer. Et je me suis dit, si je continue d'être dans l'entre-soi, je ne pourrai jamais. Et je dois tout à l'université française parce que j'ai eu comme professeur Robert Banater, Jean-Denis Bredin, des hommes et des femmes qui aussi m'ont façonné. Donc j'ai eu plusieurs vies et je crois que c'est tout ça en fait. C'est la confrontation à l'autre qui m'a permis de devenir rabbin. En fait, c'est toute la tradition juive, entretenir une forme de particularisme pour mieux endosser une vocation universelle. Alors, on n'est jamais rabbin pour soi seul, on est toujours rabbin pour une communauté. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter cette belle communauté de la place des Vosges dont vous êtes le rabbin ? En 1 minute, je vois, non? Non, il nous reste encore 4 minutes avant la pause. Vous avez encore 3 minutes. 3 minutes 30. Alors, la place des Vosges, c'est une histoire particulière. C'est une histoire incroyable. Et là, je dois dire que j'ai dû faire mes preuves, parce que des rescapés des camps, ils ont tous des histoires particulières, mais parfois, ils sont, je dirais, de courants différents. Donc, c'est pas évident de fédérer. En fait, mon prédécesseur, le rabbin Niché, donc c'est la synagogue qui porte le nom aujourd'hui, Charles Niché, était rescapé d'Auschwitz. Mais avant d'être déporté, il avait déjà commencé à, je dirais, officier dans des synagogues. Il a été longtemps le chantre, le chazan, l'officiant de la synagogue des Tournelles, puisqu'en fait de compte, la communauté ashkénaze était à la synagogue des Tournelles. Place des Vosges, il n'y avait rien, c'était des appartements du rabbin. Et la synagogue des Tournelles, elle est où exactement ? Elle est mitoyenne, elle est mitoyenne. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, vous savez, une synagogue sur une place, ça n'existe pas. A priori, on raconte que l'impératrice refusait à ce que les synagogues soient
de plein pied sur des places. C'est des petites rues. Même la Grande Synagogue de la Victoire est dans une rue qui n'est pas la plus, on va dire, étincelante. Donc, les choses se sont faites ainsi. Et lui, à un moment donné, il a senti, c'est un visionnaire, il a senti que avec la décision du consistoire, c'était le baron Alain de Rothschild qui dit il faut accueillir nos frères séfarades, et en particulier les Juifs de Constantine. Il a compris que les années je dirais, entre guillemets, de cohabitation sur le plan liturgique, c'était compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris son bâton de pèlerin, il est allé récolter des fonds privés, hein, parce que le consistoire est locataire de ce bâtiment qui date du XVIIe siècle, mais ce sont des Juifs qui n'avaient rien, qui ont mis leur argent dans cette petite synagogue, et c'est la synagogue des déportés. Et à l'époque, comme il n'y avait pas le mur des noms au mémorial, le rabbin Liché avait dit c'est à vous. Alors, imaginez la difficulté pour moi d'arriver dans une synagogue qui n'est focalisée que sur la mémoire de la Shoah. Et donc, expliquer que organiser des événements festifs, c'est pas trahir la mémoire. Mais il y avait cette relation coupable au plaisir, à la joie. Donc, il a fallu fédérer toutes ces composantes sans... je dirais, froisser les uns ou les autres. Ceux qui étaient fâchés avec Dieu, ceux qui ne voulaient pas être dans le rituel. Et je dois dire que Dieu m'a béni, puisque toute génération confondue, on a réussi à la fois entretenir la mémoire, mais à la fois se tourner vers l'avenir, parce que la religion juive n'est pas une religion mortifère, on ne fait pas le culte des martyrs. Et donc c'est tout cela qu'on essaye d'entretenir dans cette petite synagogue de la place des Vosges. Alors nous allons marquer la première pause musicale de cette émission en écoutant Leonard Cohen, vous le connaissez, You Want It Darker, Leonard Cohen. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker, hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker, we kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker, hey, nay, 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 nay.
Hineni, Hineni. I'm ready, my lord. Vous êtes à l'écoute des conversations du week-end sur KTO Radio. Aujourd'hui, dialogue au présent, le dialogue entre juifs et chrétiens. Et le père Alexandre Comte reçoit le grand rabbin Olivier Kaufmann. Alors, monsieur le grand rabbin, nous venons d'écouter Léonard Cohen, le fameux Léonard Cohen. Pourquoi avez-vous choisi ce titre ? Hineni. Parce que Hineni, c'est, comme le dit André Neher, c'est l'être prêt. C'est hen ani. C'est une contraction en fait. Oui, assurément. C'est être présent, quel que soit le climat. Hostile ou pas, on est là, on est indéracinable. Vous savez, c'est un peu cette formule qu'on entend dans la bouche des otages qui ont été libérés, ces otages qui avaient été capturés par ces monstres du Hamas, c'est de dire on est debout, on est vaillant, il y a ce point intérieur qui est intouchable. On peut nous humilier. Et en fait, Léonard Cohen, c'est un monsieur qui a beaucoup souffert. D'abord, il a eu des déconvenues économiques. C'est un monsieur qui s'est cherché. J'ai assisté une fois quand il était à Bercy. Bon, j'aime pas trop ces grandes salles, mais ce qui m'avait marqué chez cet homme qui était déjà assez âgé, c'est cette souplesse physique. Et puis, il gardait son chapeau. Ça me faisait penser à mon grand-père du côté paternel, mon grand-père polonais, d'origine polonaise. C'est cette humilité, parce que vous savez, on parle toujours de la kippa, mais en fait, compte, c'est pas la kippa le plus important, c'est de se couvrir la tête en signe d'humilité. Et cet homme était habillé avec une humilité, une simplicité vestimentaire, pas de flonflon, et puis en hologramme au-dessus de sa tête, sur la scène, les mains. Vous savez, les mains tendues du prêtre des Kohanim. Aujourd'hui, il n'y a plus de prêtre en fonction, le rabbin n'est pas un prêtre, mais ceux qui sont descendants des prêtres des Kohanim continuent à bénir la communauté juive, la communauté d'Israël dans le rituel synagogal. Et il y a une manière très particulière, je n'ai pas le droit de le faire parce que je ne suis pas Cohen, et en fait, il avait une conscience de ses racines juives, alors même s'il était en quête permanente, hein, il était passé par la mystique, la poésie, le bouddhisme, tout ce qu'il cherchait, il cherchait d'autres influences. Mais ce Hineni, c'est presque une prière testament chez lui, parce que c'est son dernier, c'est le dernier CD. Et en plus, il chante avec le Chazan de la synagogue de Montréal, qui est la synagogue de ses racines familiales. Le Chazan, c'est le chantre. C'est le chantre, oui, c'est l'officiant. Il chante en duo avec lui. Alors, je ne sais pas si on l'a entendu. J'ai pas l'impression. Oui, je pense qu'il y a eu une petite coupure du côté technique, non ? Je sais pas. Ouais, c'est ça, d'accord, on me confirme. Oui, parce qu'elle voilà. Elle était un petit peu longue par rapport au temps. Oui, je sais, c'est de ma faute. Disposons. J'aurais dû vous choisir, mais je ne suis pas encore aussi pro au niveau technique. Alors, là, on entend, j'invite les auditeurs à aller jusqu'au bout. On peut le retrouver sur YouTube. Et en fait, il chante en duo avec le Chazan. Donc, il y a cette voix tremblante. Parce que le Hineni, je le dis, moi, en tant qu'officiant, au moment de Yom Kippour et de Rosh Hashanah, à un moment donné de la liturgie, Hineni et Ani, me voici, je suis pauvre. Qui suis-je pour me présenter devant toi et être le délégué de l'Assemblée ? Donc il y a une forme de simplicité et qu'il s'approprie, je trouve, à merveille. Dans la liturgie, le Chazan, il le dit en tremblant, ce Hineni. Donc c'est je suis présent, mais c'est en même temps conscient de mes failles, prise de responsabilité. Alors, on pourrait imaginer, parce que le texte est dur, hein, à un moment donné, on pense qu'il est même rebelle, et en même temps, il récite un extrait du Kaddish, qui n'est pas la prière des morts, on l'a dit aussi. Pour nos morts, c'est la prière de la sanctification de la vie. On sent chez lui une sorte de préparation à une mort imminente. Alors, je ne sais pas s'il était conscient qu'il était malade. En tout cas, il y a quelque chose de très émouvant chez lui. Il dit « I'm ready, my Lord ». Oui, je suis prêt, voilà, Seigneur. Je suis prêt. Mon Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a une forme de résignation face à la sentence divine. Ouais. Vous nous avez fait entendre, Olivier, tout à l'heure, l'histoire si particulière de votre synagogue de la place des Vosges. On ne peut pas découvrir la réalité d'une communauté ou d'une institution sans connaître son histoire. Eh bien justement, vous qui êtes le directeur du séminaire Israël de France, de l'école rabbinique de France, quelle est l'histoire de ce lieu de formation ? Alors, je pense qu'on ne peut pas décorréler l'histoire du séminaire de celle du consistoire et de celle
des Juifs de France, puisque en 1791, il y a quand même le décret d'émancipation des Juifs qui accèdent à la pleine citoyenneté. Et vous avez, donc on peut aussi d'une certaine manière associer Napoléon, puisqu'en 1808, il y a la création du consistoire central israélite de France, et se pose rapidement la question de la formation des rabbins. Alors c'est assez amusant parce que le grand rabbin Zizenheim, en fait, il était à la fois président et grand rabbin de France. Bon, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a un pouvoir bicéphale du consistoire. Du consistoire Oui, et grand rabbin. Oui, on a célébré, le grand rabbin de France se fait un point d'honneur de célébrer chaque année son anniversaire de décès qui est généralement au mois de décembre et puisqu'il se trouve inhumé au Père-Lachaise. Donc on se retrouve à chaque fois autour de sa tombe. Et donc l'idée, c'était de pouvoir s'exprimer en français, parce que moi je pense toujours à mon grand-père, le grand rabbin Chili, qui est né à Obernai. Il ne parlait pas un mot français, il parlait allemand. Donc c'est toutes ces générations aussi de rabbins qui ont été francisés, entre guillemets. Et un judaïsme compatible avec les valeurs qui font la France, et la France d'aujourd'hui. Alors le séminaire, il a été fondé un peu plus tardivement, en 1829, et il s'installe à Metz. Parce que Metz, c'était à l'époque un centre majeur du judaïsme français, et surtout ashkénaze, vous l'aurez compris. Donc c'est à la fois former les rabbins au Talmud, au droit rabbinique, à la Bible, et puis leur donner une formation générale. Et c'est ça la marque de fabrique de l'école rabbinique de France, c'est qu'il y a l'enseignement de l'histoire, de la culture générale, de la philosophie. Donc ce n'est pas une yeshiva, on ne fait pas que du Talmud, on forme des gens qui, à minima, ont le bac, mais qui ont parfois déjà un parcours universitaire, pour qu'ils soient capables à la fois d'intégrer les valeurs qui font la République française et puis et ne pas rougir de ce que nous sommes par rapport au monde des yeshivot. Puis après, il est transféré à Paris, ce séminaire. Alors, il est d'abord rue du Parc Royal, donc dans le Marais, et puis il va être transféré au cœur, je dirais, du quartier latin, puisque c'est la rue Vauquelin. Alors, j'ai passé rapidement, parce qu'il y a une période pendant la guerre où il se replie à Chamalières, le séminaire. Il faut rendre hommage à tous ces rabbins ou ces élèves rabbins qui ont continué. Clermont-Ferrand, Chamalières. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, il faut souligner aussi qu'en Auvergne, il y a eu un grand nombre de justes qui ont sauvé et caché des Juifs. Donc c'est à ce moment-là qu'il devient le séminaire israélite de France. Il porte le nom aussi de l'école rabbinique de France. Alors, il a formé tous les grands rabbins de France. Alors, c'est vrai qu'on a eu une crise avec la Première Guerre mondiale, puisque beaucoup d'anciens élèves ont servi comme aumôniers militaires, comme soldats. Et puis, avec la période de la Shoah, vous imaginez bien qu'on a perdu énormément de rabbins. Il y a aussi cette période très particulière où la rue Vauquelin devient un foyer pour jeunes filles. Yvette Lévy, rescapée, rappelle toujours son lien avec le bâtiment du séminaire israélite de France qui a accueilli ces jeunes filles. Alors, maintenant, il est sûr que le séminaire va devoir après s'adapter à toutes les périodes compliquées, entre autres avec l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord. Et donc, l'internat ne sera pas juste un internat pour élèves rabbins, il le deviendra pour des étudiants qui font leurs études dans les universités. Et puis, il y aura également une école de cadres et une école de chazanim, d'officiants et de liturgie. Est-ce que, en 1968, dans le quartier latin, le séminaire israélite est aussi animé par l'effervescence étudiante du quartier? Alors, de ce que j'entendais de la part de ma grand-mère, il y avait quelques soubresauts. Il y a eu des élèves rabbins qui ont essayé de contester l'autorité du directeur que fut mon grand-père. Il y a eu, alors ça j'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est attesté, mais il y a eu des élèves rabbins qui ont essayé de mettre de l'eau dans les tuyaux de certains orgues de synagogue, parce que vous savez que c'est le gros débat, c'était l'introduction de l'orgue dans les synagogues, qui accompagnait à un moment donné même tous les offices, et puis après c'était surtout pour accompagner les mariages, mais ça a toujours été au cœur des débats.
par rapport au culte synagogal, cette volonté d'introduire des objets de culte qui n'étaient pas à l'origine intégrés dans la synagogue, même s'il faut reconnaître qu'au temple de Jérusalem, il y avait des instruments de musique, mais ce n'était pas l'orgue. Alors, est-ce que vous pouvez aider nos auditeurs à mieux comprendre comment se déroule la formation des élèves rabbins? Quelles sont vous l'avez évoqué rapidement, mais quelles sont les matières principales et leur poids respectif dans la formation? Alors, les matières principales, vous l'aurez compris, c'est le Talmud, le droit rabbinique. Mais attention, on ne l'enseigne pas comme dans une yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il faut que nos auditeurs et auditrices comprennent que enseigner une page de Talmud, c'est pouvoir dire les mots justes. Et comme il y a beaucoup de technicité de droit, il y a aussi une partie, on va dire, plus anecdotique, agadique, mais il faut pouvoir faire en sorte d'enseigner à la fois le Talmud et la halakha de manière intelligible et manipuler les concepts juridiques avec beaucoup de précision. On peut pas rester dans l'approximation. Et je dirais que quand j'accueille des candidats qui sont brillants, et qui proviennent de yeshivot, parfois ils sont quelque peu déconcertés par la méthodologie enseignée au séminaire. C'est-à-dire que il y a cette volonté de bien parler français et surtout de faire en sorte que les interlocuteurs, ceux qui reçoivent cet enseignement, puissent non seulement comprendre le texte, mais en voir les enjeux à la fois juridiques et philosophiques. Et là, c'est là où on a quelque chose de particulier qui se joue. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que même dans l'enseignement, je dirais, de la Bible, Pentateuque, prophète et hagiographe, il y a aussi une méthodologie qui peut être déroutante. Pourquoi? Parce que souvent, dans les yeshivot, on dit on n'a pas besoin de lire ces textes-là, puisque l'exégèse, on va la trouver chemin faisant dans le Talmud. Puisque l'exégèse, c'est la loi orale qui est retranscrite dans le Talmud. Mais, encore une fois, Rashi, célèbre commentateur champenois du Moyen-Âge, s'il nous a prodigué autant de commentaires à la fois sur la Torah, les prophètes, les hagiographes et le Talmud, c'est qu'il y a sûrement un passage obligé. Et alors, étonnamment, on peut interroger un brillant étudiant en Talmud, et puis quand il s'agit de prendre les mots, je dirais, de la Bible, de la Torah, ben là, c'est plus difficile. Il y a une forme de confrontation au texte qui n'est pas la même. Alors, je ne dis pas que c'est nous qui avons la science infuse, je dis juste que nous travaillons différemment. Donc, la marque de fabrique, c'est l'expression française. Pas d'approximation et pas un mot sur deux en hébreu. Quand on s'adresse au public. Et puis, autre chose importante, c'est l'enseignement de la pensée juive. Parce que, là encore, dès que les gens entendent le mot philosophie, certains sont réfractaires. Mais nous avons des grands penseurs. Saadia Gaon, et puis si on va plus loin, c'est le Maharal de Prague, c'est Rabbi Chaim de Volodjine, c'est le Rav Kook. Moi, j'enseigne, par exemple, aux élèves rabbins, les textes de pédagogie du rabbin Samson Raphaël Hirsch, qui sont très peu étudiés en France. Donc, c'est ce que nous apportons, c'est la plus-value de l'école rabbinique. Et l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire de la yeshiva dans les premières années, après le bac, et puis arriver à l'école. C'est même complémentaire. Vous voyez, c'est pas antinomique. Souvent, on veut opposer l'école rabbinique, mais nous, on ne s'oppose pas. C'est les autres qui veulent nous opposer. Nous, on n'a aucun problème avec le monde de la yeshiva. Mais je suis heureux de découvrir cette spécificité de l'enseignement à l'école rabbinique, parce que, comme beaucoup, moi j'ai en tête cette idée qui simplifie beaucoup les choses, que quand on se forme pour devenir rabbin, on étudie essentiellement le Talmud et que la Bible, elle est supposée connue, mais qu'on ne la travaille pas en tant que telle. Et moi qui suis aussi exégète et qui enseigne l'Ancien Testament aux futurs prêtres, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Comment concrètement vous faites, comment les cours sur la Bible, aussi bien sur la Torah, sur les prophètes ou les écrits, se déroulent-ils ? Je le redis avec conviction, on ne peut pas étudier la Bible sans Rashi.
Rashi, commentateur français, champenois, est étudié dans le monde entier, dans toutes les yeshivot. On ne peut pas faire l'économie de Rashi. Après, on peut aller voir d'autres commentateurs, Nachmanide, Maïmonide, mais on doit commencer par Rashi. C'est le passage obligé. Pourquoi ? Parce que Rashi, dans sa méthodologie, où il tente de traduire avec des mots du vieux français certains mots de la Torah qui paraissent difficiles à expliquer, où il déploie une phrase qui est trop concentrée, où il va solliciter d'autres textes. Rashi n'invente rien, c'est une connaissance encyclopédique du Midrash, du Talmud. Mais faire une lecture littéraliste de la Bible ou se contenter d'une traduction en français ou chercher la Septante ou la Vulgate, ce n'est pas suffisant. Et je sais que le cardinal Lustiger, de mémoire bénie, et lui, il insistait beaucoup sur l'hébreu. On ne peut pas faire l'économie de la langue originelle pour pouvoir se retrouver au cœur du texte. Donc la lecture de la Bible se fait avec Rashi comme commentateur principal et ensuite d'autres commentateurs. Parce que Rashi, il a accès au Talmud, il a accès à la loi orale. On ne peut pas dissocier la loi orale de la loi écrite. Et on ne peut pas, je donne toujours l'expression œil pour œil, dent pour dent. Si je m'en tiens à ce texte, mais c'est un carnage, pardonnez-moi l'expression. Donc, il faut utiliser le Talmud, donc la loi orale, pour mieux interpréter le texte, qui donne naissance à un principe de droit très connu, la notion de dommage et intérêt, réparation pécuniaire du préjudice corporel subi par la victime. Alors nous allons marquer la deuxième pause musicale de cette émission et nous allons écouter Sha'arei Shamayim. De retour dans le studio de KTO Radio, nous sommes sur l'émission Dialogue au présent, dialogue entre juifs et chrétiens. Le père Alexandre Comte reçoit aujourd'hui le grand rabbin Olivier Kaufmann et nous venons d'écouter Sha'arei Shamayim, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Pourquoi avez-vous choisi ce chant, monsieur le grand rabbin ? Parce que ce chant, pour aller très vite, ouvre les portes du ciel. C'est un texte qui est souvent, pour partie, repris
dans les incantations des grandes solennités de Tishri, ce qu'on appelle les slichot, c'est-à-dire cette préparation au Nouvel An juif, et également à Yom Kippour, puisque, alors, dans le rituel séfarade, c'est 30 jours avant le Nouvel An, et dans le rituel ashkénaze, c'est une dizaine de jours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce cri à l'endroit d'un ciel qui est parfois, qui donne l'impression parfois d'être fermé et hermétique au cri humain. Et puis c'est aussi une manière d'associer la voix de l'enfant et la voix de l'adulte, comme on peut se rendre compte dans cet extrait, avec donc cette voix qui monte très haut et qui nous permet aussi, d'une certaine manière, d'interpeller le Créateur, puisque l'enfant, au sens de la tradition juive, est garant de l'équilibre du monde. Il garantit les fondements du monde. On dit que le souffle exhalé par les enfants lorsqu'ils étudient la Torah, c'est un support pour chacun d'entre nous. On dit même dans les commentaires, quand Mardoché était en proie à un vague à l'âme face au décret scélérat de Haman d'éradiquer, d'exterminer le peuple d'Israël, il se promenait à côté des maisons d'études d'enfants. Et pourquoi j'ai choisi aussi ce texte ? Parce que un de mes combats, c'était le Talmud Torah, c'est l'équivalent du catéchisme le dimanche matin. J'ai commencé avec une quinzaine d'enfants et nous sommes arrivés à un moment donné, on a légèrement un peu baissé parce que les gens ont migré, mais bon, on était à 200 enfants. C'est un travail de longue haleine. Et moi, ma cure de jouvence, c'est de m'asseoir dans la classe des tout-petits, de l'âge de 6 ans, et d'entendre cette flamme et cet amour du judaïsme qui nous permet de nous réconcilier un peu avec le Créateur. Vous avez une âme d'enseignant, d'éducateur au sens le plus profond du terme, et la joie que vous éprouvez avec les plus petits, c'est une joie que je partage aussi avec les plus petits au catéchisme, et c'est pas si différent de ce que l'on peut faire avec les plus grands. Et si nous revenons à vos élèves plus âgés du séminaire, qui sont-ils ? Quel est le profil type, s'il y en a un ? Comment est-ce que vous présenteriez ces élèves rabbins ? Il n'y a pas de profil type. Je m'évertue d'expliquer à tous mes interlocuteurs au sein du consistoire et ailleurs que chaque élève, c'est un monde. Alors en plus, quand l'élève est marié, c'est plus qu'un monde. Il y a une épouse, des enfants. Et moi, quand je dis toujours, et c'est pas juste pour essayer d'émouvoir notre auditoire, je me couche et je me lève en ayant toujours sur les épaules et à l'esprit que j'engage le destin de plusieurs familles. Alors j'ai le destin d'une communauté, mais je sais combien, quand un couple rabbinique s'engage, parce que les rabbins sont en stage et vont dans des endroits où personne ne veut aller, où il n'y a pas de rabbin en titre pour faire leur premier pas dans le rabbinat, alors qu'ils viennent de quitter l'école et qu'ils doivent se transporter leurs affaires, la nourriture pour le Shabbat, et qu'ils reviennent le lundi épuisés, je suis admiratif non pas juste de leur vocation, mais de leur détermination. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas de profil en termes de vocation, parce qu'en fait, j'ai des personnes qui sont passées par l'université, généralement c'est des études de philosophie ou de droit, ils ne sont pas majoritaires, j'en conviens. Mais vous savez, moi j'ai pas de certitude sur la question. On m'a dit oui, il faut peut-être, il y avait toujours ce débat au sein de la commission administrative du séminaire, peut-être qu'il faut élever le niveau, il faut exiger un master. Je ne suis pas convaincu. Je vais vous dire, l'intelligence du cœur, c'est pas juste une question d'érudition. Et j'ai regardé les dossiers d'anciens élèves, certains qui étaient brillants en Talmud ou qui avaient des notes, n'étaient pas toujours les rabbins, sans préjuger de leur qualité, n'étaient pas toujours les rabbins les plus offensifs sur le terrain. Et donc, souvent, j'ai des débats avec le conseil des professeurs, on me dit « non, mais celui-là, il ne sera jamais rabbin ». Et j'ai toujours à l'esprit ce que me disait ma grand-mère, ton grand-père donnait la chance à tous les jeunes
d'où qu'ils viennent, quel que soit leur milieu social et quel que soit leur parcours de formation. Donc vous avez de tout. Vous avez des gens qui viennent de l'Aïshiva. Alors je reprends une expression d'un de mes enseignants, le grand rabbin Izri, il faut les désépaissir, dit-il. Bon, alors parfois ça peut être violent comme travail, mais on a parfois des résultats. Alors après, j'ai des échecs, je me suis trompé sur certains profils, mais je ne veux pas fermer les portes aux uns et aux autres. J'ai pas d'avis sur la question parce que souvent un jeune, comme il n'est pas formaté, donc on peut encore l'accompagner, mais parfois il ne sait plus où il veut aller, il se disperse, il s'éparpille. D'autres qui sont plus âgés sont plus difficiles à formater. Et en même temps, il y a une forme de maturité parce qu'ils sont chefs de famille et qu'en termes de responsabilité, ils ont la tête un peu plus sur les épaules. Certains sont internes, c'est les célibataires. Les mariés sont externes. Ils sont tous confrontés à toutes sortes d'enjeux économiques et je dirais des enjeux même de réflexion sur leur avenir. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que dans ce monde où tout va vite, où on le fait souvent l'éloge de la flexibilité, de la mobilité, moi, je suis peut-être de l'ancien monde et pas du nouveau monde. Je reste convaincu, c'est ce que je dis aux élèves rabbins, qu'on ne peut pas s'ancrer dans une communauté en restant juste quelques années et en ayant comme ça tout de suite un parcours préécrit, un parcours rabbinique ou une carrière rabbinique, si tant est qu'on puisse appeler ça une carrière. Donc je ne saurais pas vous dire exactement quel est le profil type. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir la flamme, c'est qu'il faut avoir l'amour de l'autre, et de ne pas avoir peur de la différence et d'être confronté à la différence. Une sorte d'abnégation. Alors je dis pas qu'il faut faire vœu de pauvreté, mais on compte pas nos heures. Donc si qu'un candidat me dise combien ça gagne un rabbin, ça me choque pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on est chargé de famille, on sait qu'être rabbin, ça a un coût. Rien que d'inviter des fidèles à la maison, le budget hospitalité, il est pas les moindres. On le voit avec Abraham. Abraham, à un moment donné, il est obligé de se refaire une santé économique en retournant en Égypte. Donc on sait que ça coûte l'hospitalité. Donc il faut avoir, je dirais, la foi chevillée au corps, mais aussi avoir une volonté de continuer, de porter des rêves, d'incarner des rêves, parce que le peuple juif n'a jamais cessé de rêver. Et c'est ça qui fait son ADN, si je peux m'exprimer ainsi. Donc des profils très variés, on peut rentrer très jeune, mais est-ce qu'il y a un âge limite ? Alors, ça c'est une vraie question, parce que statutairement, normalement, c'est 27 ans, et puis avec dérogation, ça peut aller autour de 30, 31. Bon, la difficulté, c'est qu'on a de nombreuses personnes maintenant qui voudraient, après un parcours professionnel ou un parcours dans le monde de l'éducation, entrer à l'école. Je dirais que la difficulté, c'est la coexistence de tous ces mondes-là qu'il faut agréger, parce que c'est toute année confondue dans la formation. Alors, on vient d'inaugurer, lors de la dernière rentrée solennelle qui a eu lieu il y a quelques semaines du séminaire, en présence du grand rabbin de France et du président du consistoire de France, et puis également tous les consistoires, c'est le moment où le consistoire central se délocalise. La réunion du conseil, au lieu d'être au siège, se déplace au séminaire, et juste après, il y a la rentrée solennelle. Et lors de cette rentrée solennelle, on a donc décerné le diplôme à 2 élèves rabbins qui sont aujourd'hui rabbins, et on a décerné une certification, un agrément à un rabbin qui a un certain nombre d'années d'expérience communautaire. Il a plus de 40 ans, je crois qu'il a 45 ans, et c'est une forme de validation d'acquis de l'expérience rabbinique. Et donc ça nous permet maintenant, parce qu'il y a eu tellement de débats et de navettes presque parlementaires entre les uns et les autres, pour façonner une VAE qui ne trahisse pas le diplôme rabbinique, parce que le monde rabbinique, ce n'est pas une entreprise, et qui soit fidèle un peu à la philosophie de la VAE, sans pour autant trahir le cœur même de la formation rabbinique. Et est-ce que vous voyez aujourd'hui des besoins nouveaux, une évolution dans la formation ? C'est ce que nous découvrons quand nous accompagnons des étudiants. La formation qu'ils reçoivent, humaine, intellectuelle, change. Et les programmes que nous leur proposons, comme institution, quelle qu'elle soit, ne correspondent plus toujours
aux besoins réels des personnes que nous sommes C'est chargés. intéressant cette question parce qu'on m'a dit, d'élever. parce qu'on m'a dit, il est encore enseignant, il vieillit, il est plus en phase. Alors je vais vous dire, il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. Donc moi, c'est pour ça que moi, l'histoire des âges, j'ai du mal. Bon, même si je dois respecter les statuts, mais je vais vous dire, tous ces grands rabbins qui sont, pour certains, à la retraite, ont une expérience de terrain communautaire, je peux vous dire qu'ils les secouent, les élèves. Ils les secouent. Pas juste sur le plan de l'action communautaire, mais également sur leur culture générale. Parce que, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, le bac, c'est plus que c'était. Donc, il y a une culture, je dirais, littéraire, et même une culture des évangiles qu'on ne retrouvera pas dans la nouvelle génération, qu'on retrouve dans l'ancienne génération. Donc, ça veut dire que la formation, elle tient aussi avec des hommes qui sont porteurs non pas juste d'un savoir ou d'une érudition, mais d'un savoir-faire, et d'un savoir-être et d'un savoir-aimer. L'exemplarité, c'est important. Si le gars il vient juste enseigner, c'est pas... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'âme de chaque enseignant. Et chaque enseignant est différent. Après, j'ai un peu innové en faisant... C'était déjà le cas au niveau de la formation, mais en pérennisant certaines interventions de la société civile. Entre autres, avec Louis-Marie Coudray. Il n'était pas pensable qu'on ne puisse pas confronter les élèves rabbins à l'Église et ne pas attendre qu'ils soient dans leur province pour se retrouver appelés à participer à des colloques ou à d'amitié judéo-chrétienne où ils auraient pu se retrouver quelque peu malmenés, voire tétanisés. Et vous avez invité donc le frère Louis-Marie Coudray, Alors, le frère Louis-Marie Coudray, moine d'Abou-Gosh. Voilà, d'Abou-Gosh. Alors, à l'époque, il était directeur du service national des relations avec le judaïsme pour l'épiscopat. C'est à ce moment-là qu'il a pris ses fonctions. Il y a un très bel article sur la Croix qui, mieux que quiconque, a communiqué sur notre volonté tous les deux. Alors, vous savez, c'est une rencontre. Je pense que j'aurais pas pu le faire avec n'importe qui. Il y a une véritable amitié qui a pu naître entre lui et moi. Je lui ai rendu visite à Abou-Gosh et à chaque fois on échange par mail ou par appel téléphonique. Donc c'est parce que cet homme a la subtilité, la psychologie suffisamment prégnante pour pouvoir s'adresser aux élèves rabbins. Parmi les plus réfractaires, n'ont pas eu de problème. Vous savez, un truc tout bête, c'est même pas de la méthodologie, c'est une façon d'exprimer les choses. Quand Louis-Marie Coudray ne parle pas d'Ancien Testament, mais il parle de Premier Testament, ça change tout dans le regard qui peut être porté sur l'Église. C'est-à-dire que là, Louis-Marie Coudray a cette intelligence de pouvoir mettre des mots qui ne font pas autant de peine que d'autres mots. Et puis, avec Louis-Marie Coudray, c'est la connaissance du dialogue interreligieux, c'est la connaissance de l'Église, et c'est aussi des textes de l'Église, avec Nostra Aetate, avec également les accords du Saint-Siège avec l'État d'Israël. Il n'y a aucun tabou avec lui. Ce qui fait qu'on peut parler des concepts, pourquoi parler plus de Terre Sainte, alors que nous parlons plus, même si le Eretz HaKodesh existe, mais nous, on parle plus de terre d'Israël, voyez. Et ce qui fait qu'on a fait même des débats en dehors de l'école, puisque je le reçois souvent à la Place des Vosges, on a participé à des débats avec le Bnei Brit. Donc c'est vraiment mon interlocuteur privilégié, on se dit tout. Et toujours avec de l'humour et de la bienveillance. Donc ça veut dire que ça a permis aussi d'installer, de pérenniser un module de formation. Et je demande aux élèves rabbins de faire un rapport, une synthèse écrite. Donc c'est pas juste pour faire genre, comme on dit. Voilà. Donc, on sent à travers cette initiative que vous préparez les élèves rabbins à leur mission, oui, d'accompagner les communautés qui vivent des choses très diverses dans un monde qui est lui aussi marqué par une grande diversité. Ça m'amène à vous poser la question de la formation pratique. En vous entendant, on comprend bien que la formation n'est pas seulement intellectuelle, que c'est aussi une formation humaine, on dirait pastorale en milieu chrétien. Oui. Mais est-ce qu'il y a une formation pratique avec une communauté, une sorte de transition entre l'école et la vie comme rabbin d'une communauté? Oui, il y a des stages pratiques. Alors, il y a des stages dans les services religieux. On prend le plus proche, donc du Beth Din de Paris. Comment s'adresser à des personnes en voie de conversion, comment accompagner des personnes en difficulté conjugale. Mais j'ai toujours, attention, le rabbin, il doit être polyvalent,
C'est vrai que parfois il joue au psychologue ou à l'assistante sociale, mais il ne faut pas qu'il joue à l'apprenti sorcier. Donc il doit être un relais. Et donc pour pouvoir être un relais, il faut qu'il puisse connaître toutes les arcanes, je dirais, de la machine judiciaire et également de la configuration en termes de psychologue ou de psychiatre. Donc j'ai institué une visite régulière avec un psychiatre qui va traiter de toutes les questions, les violences conjugales, le risque d'abus d'autorité sur des personnes vulnérables. On a des réunions régulières avec le grand rabbin de France, Rim Corsia, le président du consistoire Eli Corsia, pour aussi aborder des questions qui, hélas, aussi ont fait les chroniques journalistiques et judiciaires de la communauté juive, donc les difficultés liées à la fonction et la solitude du rabbinat. On a travaillé aussi, et là on va renforcer ce partenariat avec le centre d'Evreux de Toby Nathan et de Nathalie Zajд, parce que Nathalie Zajd, qu'on a déjà reçu, va travailler avec eux la question de la transmission transgénérationnelle du traumatisme de la Shoah, le réveil des traumatismes aussi, des Juifs de France depuis les massacres du 7 octobre. Et avec elle, on va aussi permettre aux élèves rabbins de mieux appréhender les différents profils des fidèles membres de nos communautés. Et puis, avec une autre psychologue, toujours du centre d'Evreux, Catherine Gransart, on va inaugurer une réflexion sur la psychologie des couples mixtes, la psychologie des enfants issus de couples mixtes, qui est une thématique que les élèves rabbins doivent comprendre. Il ne s'agit pas juste d'être derrière son bureau et d'avoir un dossier en disant qui est juif et qui ne l'est pas, ou d'accompagner administrativement quelqu'un qui voudrait régulariser sa situation. Il y a là aussi une psychologie qu'on doit avoir. On ne s'adresse pas comme ça, comme si on était en train de traiter un dossier. Il y a un être humain, derrière lui il y a une histoire, et j'en sais de par mon expérience avec la Place des Vosges, parce qu'une communauté où il y a eu des fractures en termes de transmission. Donc c'est pour toutes ces raisons que ces modules-là de psychologie nous permettront d'accompagner les élèves rabbins. Merci beaucoup Olivier Kaufmann pour tout ce que vous nous avez partagé, qui nous aide à découvrir la formation rabbinique. Et c'est intéressant parce qu'on entend le souci d'une sagesse, d'une intelligence du cœur, comme vous le disiez, qui est au service de la vie et de la vie de tous, quel que soit le chemin emprunté par les uns ou les autres. Très bonne synthèse. Merci beaucoup. Cette émission arrive à son terme. Merci infiniment au grand rabbin Olivier Kaufmann. Ça passe vite, monsieur le grand rabbin. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir invité. Ah bah oui, mais merci Père Alexandre Comte. Alors c'est le Père Alexandre Comte qu'il faut remercier. C'est lui qui choisit les invités. Merci pour votre animation. Merci bien sûr à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Et merci à notre technicien Thibaut d'avoir assuré la réalisation technique. Nous nous retrouverons le samedi 7 février 2026 pour une nouvelle édition de Dialogue au présent dans le cadre de nos conversations du week-end. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent.